Alors, bonjour à tous, merci d'être venus sur cette question de la low-tech, parce que on imagine que c'est une question qui va vous titiller. Alors, juste à lever de main, parce que c'est un peu une blague récurrente dans les milieux de la low-tech, qui aurait une définition de la low-tech? Qui a l'impression de connaître une définition de la low-tech? Voilà, donc c'est le truc un petit peu général. Un petit bout, non, non, mais c'est vrai. Et en fait, la low-tech, c'est vrai que selon toutes les personnes à qui vous allez poser cette question, vous allez avoir des réponses un petit peu différentes, même s'il y a vraiment un cœur de valeur que je vais vous présenter plus loin dans la présentation. Mais voilà, on en est encore sur un mouvement très émergent avec cette idée où, et on laisse cette liberté aussi où chacun va donner sa définition, son approche de la low-tech. Donc aujourd'hui, on va vous en partager une avec Agnès. Et vous allez voir ça. Alors c'est une réponse qui est pas si simple, pas si rapide à donner autour de la low-tech, mais c'est l'idée que à la fin de cette heure de présentation, vous soyez beaucoup plus à l'aise avec ça et vous puissiez vous positionner sur qu'est-ce qui vous plaît pas dans cette approche low-tech. Ça marche? Alors, en petit contexte d'actualité, je trouve ça assez intéressant de présenter le sujet de bac qui est sorti ce jeudi. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a une question, alors bon, on aurait pu parler des 3 questions, mais on va se concentrer sur la deuxième, qui disait, à partir d'un exemple, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Donc, question assez débattable, parti pris assez débattable. Mais malgré tout, c'est beaucoup le reflet de comment on voit l'innovation, la technologie à l'heure actuelle. On est beaucoup dans une approche de se dire, finalement, on va trouver les solutions en faisant de la R&D, donc de la recherche et du développement, en investissant dans des labos, des entreprises, des startups qui vont nous aider à trouver les solutions pour faire reculer les limites écologiques de la croissance. Un point qui est sous-entendu et qui reste la vision qui est apprise beaucoup dans les cours d'économie, c'est de dire que finalement, l'écologie, le temps ou autre, c'est quelque chose c'est comme de l'argent. C'est échangeable. Et quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est vrai, ça reste cette vision en fait, de dire que c'est des choses qui sont totalement échangeables et que bon, si on a si on a des unités d'écologie dépensées, on pourra compenser ça avec de l'argent potentiellement. Et donc, à savoir, nous, avec Agnès, on vient toutes les deux de formation technique et on a été formés un peu dans cet état d'esprit, hein, malgré tout. Enfin, des fois, avant de déconstruire tout ça. Donc, avant qu'on rentre dans les low-tech, on s'est dit que ça serait intéressant de vous présenter nos parcours. Tu commences, Agnès? Allez, je commence. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Agnès Crépet, j'ai 44 ans. On n'a jamais dit notre âge d'ailleurs, tiens, dans les précédentes confs qu'on a faites. Bon, j'ai 44 ans, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je vous le dis. Je travaille chez Fairphone, qui est une entreprise néerlandaise qui fait un téléphone différent, je vais en parler aujourd'hui. J'ai cofondé aussi en France une boîte qui s'appelle Ninja Squad, qui fait beaucoup d'open source. On n'est que 4 personnes à œuvrer principalement dans le développement logiciel. Et je fais partie aussi d'associations que j'aime bien citer pour présenter un peu mon parcours, parce que ces assos ont fortement contribué à qui je suis, et elles représentent un petit peu les choix de carrière que j'ai faits aussi par la suite, notamment Fairphone. Donc j'ai cofondé un événement à Lyon, d'ailleurs, qui s'appelle Mixit, qui est plutôt à destination des personnes qui bossent dans l'informatique, dans l'IT. Et l'objectif de Mixit, dès le début, donc il y a une dizaine d'années à peu près, on voulait faire un focus sur comment la tech peut être éthique, comment la tech peut être plus diversifiée, etc. Et la prochaine édition a lieu dans 15 jours. Ensuite, j'ai cofondé aussi un truc qui est un peu plus vieux, qui s'appelle le Numéro Zéro, qui est un média participatif alternatif sur Saint-Etienne, c'est là où j'habite, et qui est dans la mouvance des indie médias, qui sont des médias alternatifs qui sont montés à la fin des années 90 à Seattle, suite aux manifestations contre l'OMC, qui se sont fait réprimer dans le sang par la police. Et en fait, les médias de masse n'ont pas forcément beaucoup parlé de ces problèmes de violence policière. Et du coup, des médias citoyens participatifs se sont montés à ce moment-là. Et ça a fait des petits un peu partout dans le monde. À une époque, il y en avait à peu près 130, 140, des médias alternatifs de ce type-là. Et à cette époque-là, donc 2002, 2003, on monte un média sur Saint-Etienne. Il y en a un à Lyon qui s'appelle Rébellion, un à Paris qui s'appelle Paris Lutte. Donc voilà. Et la spécificité, c'est que c'est des médias en ligne. Donc ça m'a aussi incité à l'époque à continuer mon engagement dans le numérique, parce que je pouvais voir qu'il y avait un numérique un peu différent. Et pour finir, je fais aussi partie de Duchesse France, qui est une asso qui travaille sur la visibilité des femmes tech.
Donc, quand on est développeuse, quand on est une fille qui bosse sur l'administration système des machines, etc., comment on fait pour exister? En Occident, il y a quand même très peu de femmes dans ces métiers-là. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas historiquement. C'est vrai, tout à fait. C'est un métier plus féminisé à l'époque. Alors, de mon côté, donc moi je suis plutôt ingé méca, donc c'est pour ça qu'on se complète bien avec Agnès. Agnès a plus le côté numérique, moi je suis plus le côté objet. Et donc j'ai fait mes études à l'INSA et je fais partie de cette génération de jeunes ingés qui sont sortis, qui ont bossé sur des métiers assez classiques et qui ont quitté leur job, si on veut. Pour dire, je faisais les machines à café de Georges Clooney à l'époque en développement produit. Puis bon, donc deux phénomènes. Un phénomène, il s'est marié, donc bon, c'est dit plus trop d'intérêt. Deuxième phénomène, c'est vraiment de voir un peu les limites de l'innovation dans de la grande consommation. Pour vous dire, un des derniers sujets sur lequel je travaillais, on était sur le haut de gamme. Et l'idée, c'était d'avoir une machine à café connectée en Bluetooth pour qu'on puisse lancer son café avec une application depuis son lit, quoi. Sachant que ça met environ 10 secondes à faire un café sur la machine et que dans tous les cas, il faut se lever, aller chercher son café. Sans compter qu'il faut mettre la capsule la veille. Enfin bon, ne serait-ce qu'en termes d'usage, ça me paraissait assez aberrant. Mais d'une certaine façon, fallait justifier vendre une machine 400 €, 450 €, quoi. Donc voilà. Et je suis partie avec cette idée de se dire, comment on fait de l'ingénierie responsable, dans le sens, comment est-ce qu'on crée des produits de façon responsable, puisque moi, ça a toujours été une passion. Enfin, je pense que toutes les deux, on est deux personnes qui sont assez passionnées par les métiers de base que nous avons. Mais on cherche vraiment cette question de dire comment on le fait de façon plus éthique. Et c'est ce que je suis allée chercher avec mon premier projet, la clavette. Donc là, l'idée, c'était d'aller voir pas mal de projets un peu partout, en Europe, en Asie, en Amérique latine, pour dire c'est quoi les bonnes idées là-dedans, c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas, les difficultés qu'on peut rencontrer. Et après, je suis revenue en France, alors déjà après avoir vu l'empreinte carbone de l'avion, et en se disant comment on partage ça auprès de différentes organisations, que ce soit les écoles, les entreprises ou des entrepreneurs sociaux. Et ce qui m'a amené sur le dernier projet, donc l'Institut Transition, dont nous avons Damien qui est de la première promo. Je t'ai vu rentrer discrètement, Damien. Donc en gros, l'Institut Transition, on aide les personnes qui veulent mettre leurs compétences, donc déjà des professionnels qui ont de l'expérience, mais qui veulent les mettre au service d'une transition écologique et solidaire. Donc on est un organisme de formation, on est une douzaine de copains dans les cofondateurs à vouloir faire ça. Donc ce qui fait que finalement avec tout ce qu'on a vu, tout ce sur quoi on a navigué, ça va croiser pas mal cette question des low-tech. Alors peut-être avant de parler de low-tech, pour aussi que vous compreniez le point de vue d'Agnès, elle va vous laisser faire peut-être un petit topo vite fait sur Fairphone, ce que vous visez. Ouais, donc assez rapidement, c'est rigolo parce que j'ai une copine, Nat, tout à l'heure, qui me disait mais comment ça se fait que Fairphone ce soit dans les low-tech? On va en parler par la suite. Bon, Fairphone, à la base, c'est déjà un projet qui a été lancé par des activistes congolais et néerlandais. C'était pas, il y avait absolument pas envie, enfin l'envie de faire une boîte en fait. C'est à l'antithèse de la French Tech, quoi. Pendant 2 ans, c'était juste des activistes néerlandais congolais qui militaient sur les minerais dits de conflit. On y reviendra, mais ces fameux minerais qui provoquent des conflits armés dans certains pays. Et au bout seulement de 2-3 ans, ils et elles se sont dit ouais, en fait, notre activisme ne marche pas suffisamment, il faut qu'on essaie de monter un truc, qu'on soit dans le business pour justement dealer ces minerais, quoi, et qu'on montre qu'on peut éviter d'acheter des minerais dits de conflit. Donc la base de Fairphone, c'est ça. Après, c'est devenu une boîte normale qui fait des téléphones différents, par contre. Donc, la Fairphone, c'est un téléphone que vous pouvez garder sur non pas 2 ou 3 ans, mais plutôt 6, 7, 8 ans. Vous pouvez le réparer vous-même. Et ce qu'on dit aussi souvent chez Fairphone, c'est que si Fairphone n'existe pas dans 10 ans, c'est pas très grave si l'industrie électronique a changé. Parce que la mission de Fairphone, c'est vraiment de changer l'industrie électronique. Et le fait de faire un téléphone, c'est pour être dans le business, être localement dans les pays au niveau des mines pour faire en sorte d'améliorer les conditions de travail là-bas, négocier avec les traders, etc. Donc il faut être dans le business pour faire changer les choses, ça c'est notre point de vue. Mais on s'en fout en fait quelque part de vendre un téléphone et qui marche. La seule bonne raison qu'on a de faire un téléphone différent qui puisse marcher au niveau nombre de téléphones vendus par an, c'est de montrer que ça peut être possible pour inciter les autres à faire pareil. Parce que l'industrie électronique, on va en parler, est quand même une industrie ultra dévastatrice dans le monde, quoi. Et au niveau environnemental, mais aussi au niveau social, sociétal. Tout à fait. Donc, on va passer un peu ces deux dimensions aujourd'hui. Et donc, pour parler low-tech, on l'a introduit tout à l'heure avec le sujet de bac. Ça parle, on est obligé de parler un petit peu high-tech et de dire que il y a malgré tout un grand courant qui pousse, comme je vous disais, à dire que la high-tech va nous aider.
Alors, c'est tout ce que vous allez trouver dans les green tech, si on veut, green tech, donc ça va être toutes les énergies vertes, quand on dit éoliennes, panneaux solaires, la smart city, le fait de dire qu'on va pouvoir, en mettant des capteurs un petit peu partout dans la ville, réduire et optimiser l'énergie, ou tout ce qui est zéro émission. Alors ça, zéro émission, si vous voulez m'énerver un peu, c'est vraiment l'expression moi qui me chiffonne. Une voiture n'est jamais zéro émission. À partir du moment où vous fabriquez une voiture, il y a forcément des émissions. Zéro émission, on parle juste de, il y a quasiment pas d'émissions à la phase d'utilisation en termes de rejet carbone. Mais bon, voilà, ça ne prend pas en compte tellement d'autres dimensions qu'on va vous évoquer aujourd'hui. Mais donc voilà, donc l'idée c'est un peu d'avoir un peu de recul par rapport à qu'est-ce qu'on entend pour ça sur cette high-tech qui peut amener des choses intéressantes, mais qui a aussi beaucoup de limites et beaucoup de problématiques. Et celle qu'on s'est dit dont on va pas mal vous parler aujourd'hui, c'est autour des questions des minerais, des métaux, qu'ils soient rares ou non. Il y a une catégorie qui s'appelle les métaux rares. Mais c'est vrai que ces technologies, de façon générale, vous prenez des éoliennes, il y a énormément de néodyne pour faire l'isolement. Vous prenez des véhicules électriques, il y a une quantité de cuivre, lithium, cobalt, on en passe là-dessus. Et à chaque fois, il y a des questions, des problématiques très particulières à ces sujets. Donc bon, on va vous passer tout le côté sur les déchets, on va dire, si vous êtes déjà sur le festival Lyon Zéro Déchet, je pense qu'il y a des problématiques globales que vous avez déjà en tête, mais là, on va prendre vraiment des problématiques un peu plus proches du milieu de la high-tech. Pour ça, on va prendre aussi pas mal l'exemple du téléphone, vu qu'on a la chance d'avoir Agnès qui va nous donner un peu des retours dessus. Donc, par exemple, chez Fairphone, vous avez 200 composants, c'est ça ou c'est ouais, à peu près. Il faut se dire que c'est à peu près la même chose dans les autres téléphones, dans n'importe quel téléphone, en tout cas smartphone que vous avez dans la poche, c'est à peu près le nombre de composants. Un composant, ça peut être la machine à vibration, ça peut être l'écran, etc. Ou des composants beaucoup plus petits. Et ces composants sont fabriqués à partir d'une cinquantaine de minerais. Pareil, ça dépend des marques, on est entre 40 et 60, la moyenne c'est 50. Et les minerais, c'est ceux que tu as cités, Isabelle. Hein. On peut retrouver du néodyme, on peut retrouver du lithium dans les écrans, on trouve du cobalt dans les batteries, etc. Et ces minerais-là sont exactement les mêmes, c'est bien ce que tu disais Isabelle en introduction, que ceux qu'on retrouve dans les énergies dites green. Donc le photovoltaïque, l'éolien, etc. Donc pour simplifier vraiment cette notion de high-tech, on va dire, ça va être tout produit qui va être assez énergivore, que ça soit en énergie pure, en ressources, et aussi qui va avoir un niveau de complexité technologique. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas forcément comprendre comment ça fonctionne. Je prends toujours cet exemple entre une Renault 4L, où avant, si vous étiez peut-être un peu bricolo, vous pouviez ouvrir le capot et vous en sortir. Là, maintenant, avec des voitures modernes, typiquement une Tesla, vous ne pouvez rien faire dessus. Vous ne pouvez pas bouger. Mais même sur une Renault classique, j'ai vu, si vous tombez en panne, vous êtes obligé de vous faire tracter jusqu'à un garage pour qu'on réinitialise les codes valises, etc. Donc même si vous tombez en panne d'essence, vous ne pouvez pas juste mettre de l'essence pour que ça fonctionne. Donc c'est ça, quand on passe un petit peu des paliers de complexité technologique, c'est de ça dont on parle entre basse technologie et haute technologie, si on veut. Alors, pour rendre ça un peu plus interactif, puisqu'on est habitué des fois à faire des sujets comme ça très techniques, mais on s'est dit on va rendre ça un peu plus fun aujourd'hui. Donc, autour de cette question de est-ce qu'une high-tech est durable? Puisque bon, malgré tout, il y a des choses positives que ça amène, la high-tech, mais est-ce qu'on peut le faire de façon durable? Et donc, on a mis 5 thématiques avec des titres un peu obscurs. Et on va vous proposer d'essayer de trouver à quoi ça ressemble. Si vous voulez qu'on en parle d'une en particulier, on va pas parcourir les 5, mais au moins on vous laisse le choix de l'ordre. Donc, est-ce que quelqu'un peut me choisir une carte au hasard, s'il vous plaît? Oui. Le gâteau non recyclable. Ouais, alors, est-ce que une idée de à quoi ça peut faire référence ou pas? Alors, on va voir à quoi ça prend. Donc, le gâteau non recyclable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le métal est plutôt recyclable à l'infini. Enfin, passer quelques petites simplifications, malgré tout, c'est quelque chose qui est bien plus recyclable. On prend le plastique, par exemple, même les plastiques recyclables, vous pouvez le recycler jusqu'à 7 fois, par exemple, mais déjà, ça va se dégrader petit à petit. Et quand on parle, par exemple, d'une bouteille, une bouteille d'eau recyclée, ça demande des dizaines de bouteilles pour faire une bouteille d'eau recyclée. Le métal a la qualité
normalement, de pouvoir être recyclable. C'est-à-dire que vous prenez de l'or, vous le refaites fondre, ça reste de l'or. C'est ce que font beaucoup de personnes d'ailleurs, en refaisant des colliers, etc. Alors, où est cette histoire de gâteau? Et pourquoi est-ce que ça explique pourquoi le métal est très peu recyclé à l'heure actuelle? Deux notions qui vont faire référence à cette métaphore du gâteau. Le premier, c'est tout ce qu'on va appeler les usages dispersifs. En gros, si on prend pas mal de métaux, ça va être utilisé pour des produits qui se dispersent. Je prends un exemple très simple. L'oxyde de titane, donc vous le voyez des fois sur les paquets alimentaires, c'est le E171, un truc comme ça. Donc quasiment 95% du titane sert en oxyde de titane. Et cet oxyde de titane va servir dans les peintures, dans de l'alimentaire. Ça a été pendant très longtemps utilisé dans les M&M's. Vous savez, les M&M's, si vous enlevez la couleur, il y a une petite couche blanche, bah, c'est de l'oxyde de titane, typiquement. Et donc, en fait, vous imaginez bien que votre paquet de M&M's, vous n'allez jamais venir recycler le peu de titane qui est là-dedans. En général, c'est digéré. Donc voilà, typiquement, l'oxyde de titane, je crois que c'est celui qui a le plus d'usage dispersif. Ça veut dire que tout simplement, dans l'usage, la fonction qu'il est censé remplir, on ne pourra pas le mettre dans une boucle derrière. Donc beaucoup de métaux servent à ça. Encre, teinture, tout ce qui va servir dans l'alimentaire en général disparaît. Donc beaucoup de métaux qui vont là-dedans. Donc d'où la première référence déjà alimentaire gâteau. Le deuxième, c'est le côté mix, alliage. Ce qu'on entend par ça, c'est que quand vous faites, par exemple, si vous prenez de l'acier inoxydable, vous allez trouver plusieurs métaux. Vous allez trouver du nickel, vous allez trouver du chrome, vous allez trouver l'acier en lui-même. Et donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que vous n'allez jamais pouvoir séparer ça. Et c'est là, en fait, cette métaphore du gâteau, c'est comme si vous mettiez différents ingrédients, vous les faites cuire, et après, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre farine, vos œufs, votre chocolat. Vous allez avoir, du coup, ce mix qui est cuit et qui fait que derrière, vous ne pouvez pas aller séparer ces différents éléments. Et donc, même le nickel, qui est quelque chose qui est très facilement reconnaissable, qui coûte cher, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt économique si on le recyclait, et ben en fait, finalement, il ne sera pas recyclé. Alors, dans le nickel, déjà, c'est un bon score, ça monte jusqu'à 55%. Mais dès que vous prenez les métaux plus rares, les métaux classiques, on va dire, on va être dans les 25%. Et sur les métaux rares, on est à l'ordre de 1% de ce qui est recyclé. Alors que c'est des métaux qui coûtent cher, qui sont utiles, qui demandent beaucoup d'énergie pour sortir de terre. Mais c'est juste que du coup, on n'arrive pas à les recycler. Donc, il y a ce premier enjeu déjà de tous ces métaux, c'est que ils sont recyclables, mais très peu recyclés dans la réalité. On va faire fun. Ouais, donc si on regarde l'exemple du smartphone, qu'est-ce qui se passe sur le smartphone? Est-ce qu'on recycle ou pas les composants, les minerais qui sont dans le smartphone? Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Isabelle. Non, ça se passe pas vraiment. Si vous voyez des pubs, achetez un nouveau smartphone et promis, on vous recycle le vôtre, il ne faut pas forcément beaucoup y croire. Ou en tout cas, vous savez que les chiffres qui sont présentés ici sont des chiffres qui ne concernent pas que Fairphone ou Apple, etc., qui sont des chiffres moyens, quelle que soit la marque de téléphone. Donc en gros, où finissent les téléphones une fois que vous ne les utilisez plus? Dans 8% des cas, ils finissent dans votre poubelle alimentaire. Donc en gros, vous ne pouvez pas y retoucher. Personne peut y retoucher, sauf dans quelques pays où effectivement il y a une volonté d'aller récupérer par magnétisme des minerais dans des poubelles domestiques. En France, ça se fait pas et c'est rare, sont les pays où ça se passe. Dans 17,4% des cas, ça se passe bien. Donc effectivement, il y a une filière de recyclage. Alors, vous allez typiquement dans des structures de type déchetterie ou dans des associations qui sont spécialisées. Votre téléphone va être démantelé. On va faire l'effort de regarder si c'est possible de récupérer certains composants ou minerais dedans. Je dis bien composants parce qu'une des premières étapes de la recyclabilité, c'est quand même de vérifier si on peut réutiliser un composant entier, quoi. Dans 20% des cas, il y a du recyclage qui se passe potentiellement, mais de manière complètement illégale. J'y reviens dans le slide d'après. Donc il y a d'autres problématiques, aussi environnementales et sociales. Et dans plus de la moitié des cas, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas de traçabilité. Donc ça peut être une fusion sur les autres cas, ça peut être des téléphones qui restent aussi dormir chez vous, etc. Bref, il n'y a pas de traçabilité. On suspecte que ce n'est pas recyclé, quoi, quand même, dans ces 54%. Exactement. Ça marche. Et donc, quand on parle de recyclage informel et des problématiques que ça peut poser, qu'en est-il exactement?
Grosso modo, le recyclage informel, c'est, voilà, au final, votre téléphone a fini quelque part dans une filière qui lui permettrait une seconde vie, mais cette seconde vie, elle ne fait pas forcément beaucoup envie. Parce que bien souvent, ça se passe dans des pays où les conditions de travail pour les gens sont quand même assez désastreuses. Là, c'est une image qui est prise à côté de la capitale du Ghana. La décharge de déchets électroniques, une des plus grosses au monde qui s'appelle la Bogloshi, il y en a une autre en Asie, mais bon, celle-là, elle est quand même énorme, c'est la première ou la seconde, la plus grosse au monde. Et ce qui se passe, c'est qu'à la base, c'était un lac, la Bogloshi. Il y a eu tellement de déchets électroniques qui sont accumulés que ça fait un sol mouvant, en fait. Sol mouvant que vous voyez ici et qui est plein de plastique brûlé, de déchets divers et variés, parce qu'en gros, pour récupérer du cuivre, on brûle, enfin quand je dis on, c'est pas moi, c'est les gens qui bossent là-bas, brûlent les câbles pour récupérer le cuivre, mais du coup dans des conditions de travail qui sont assez catastrophiques pour ces personnes-là. Donc beaucoup d'émissions toxiques, beaucoup de pollution des sols, beaucoup de pollution de l'eau, parce que dessous il y a de l'eau. Donc l'eau, le lac, évidemment, il y a des nappes phréatiques derrière et ça s'infiltre dans les zones alentours. Beaucoup de déchets de fumée, comme je l'ai dit, qui provoquent des maladies sur les personnes qui opèrent ce recyclage. Et beaucoup de travail d'enfants. Après la mine, on parle de virgin mining et d'urban mining. Donc le virgin mining, c'est les opérations de minières qui ont lieu où on veut extraire le minerai de la terre, et l'urban mining, c'est la même chose sur les déchets électroniques. On veut récupérer de l'or ou du nickel sur les déchets électroniques. Et dans l'urban mining, il y a aussi beaucoup d'enfants. Parce que c'est un travail qui, pour le cuivre notamment, est pas très compliqué. Il y a plein de petits déchets qui traînent, donc ils ont des solutions assez simples pour récupérer ces petits bouts de cuivre, et à la fin de la journée, ils récupèrent 1 ou 2 $, quoi. Donc, problématique aussi. Donc, quand on pense au recyclage, il faut tout le temps garder en tête qu'il y a quand même 20% de ces déchets-là qui finissent là. Donc ça, c'est l'état actuel des choses. C'est pour ça qu'on dit souvent, plutôt que de recycler, pensez à garder vos appareils, pensez à réutiliser des appareils existants et limiter notre mode consumériste. Le smartphone le plus responsable. C'est celui que vous avez déjà. Oui, le but, c'est pas d'acheter un Fairphone, hein. Le but, c'est de garder le vôtre. Et pareil pour vos laptops, pour vos ordi, etc. Plus on réutilise du matériel existant, mieux c'est. Parce que même quand on croit faire quelque chose de bien en recyclant son appareil électronique, on sait que ça peut terminer là, quoi. Prochaine thématique. Qui a envie de choisir une carte? On a fait le gâteau, du coup. Bon, on prendra celui après. Donc, alors, le tiroir aux merveilles. Ah non, c'était pas celui-là. Il y a eu un petit bug sur le tiroir aux merveilles. Hop. Alors, ça tombe bien, bonne transition. Ouais, bonne transition. Donc, on voit qu'il y a peu de recyclabilité dans le monde électronique. Qu'en est-il de l'usage? Si à la rigueur, on recycle peu, mais qu'on gardait nos appareils 10 ans, en tout cas les smartphones, ça serait bien. Non. Les smartphones, la durée de vie, c'est à peu près 2 ans. Un peu plus élevé sur certaines marques, je ne vais pas les citer, mais voilà, il y a des marques chères en général, notamment la marque chère avec une pomme, là, vous voyez. Elle dure un peu plus, ok. Bon, après, il faut qu'on ait les moyens d'acheter à 1000 ou 1200 € le téléphone. Mais à quelques exceptions près, la durée, c'est à peu près 2 ans. Et là, la problématique, pourquoi on les garde si peu, ces appareils-là? Il n'y a pas que l'histoire de, voilà, je veux un téléphone avec la dernière techno, etc. Il y a ça aussi, ce qu'on appelle l'obsolescence esthétique. Mais il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas les réparer. C'est ultra compliqué. Maintenant, les téléphones, ils sont collés. Vous allez moi, je suis fan des repair shops que vous pouvez trouver. Ça, c'est des gens qui font un travail assez fabuleux, quoi. Mais quand vous êtes dans un repair shop, votre écran, il a cassé. 1 fois sur 3, votre écran, il est collé. Ça va coûter une blinde, ça ne va pas marcher, etc., quoi. Donc, la réparabilité est quand même pas super. Et ça résulte en quoi, tout ça? Ça résulte en une somme astronomique de téléphones achetés chaque année. On est à peu près, et ça dure depuis 2-3 ans, on est à peu près à 1,5 milliard de téléphones achetés chaque année dans le monde. Alors, il y a une courbe que je n'ai pas mis là, mais ça tend à se stabiliser un peu. En fait, oui, depuis 2-3 ans, on est entre 1,4 et 1,5. Et c'est des chiffres astronomiques. 1,5 milliard. Autre chiffre, sur Terre, on a plus accès à un smartphone qu'à un service de toilette décent, on va dire, en majorité. Exactement. Alors, pourquoi cette référence au tiroir?
Eh bien parce que, et ça reboucle bien du coup avec ce qu'on dit sur le recyclage, il y a beaucoup de téléphones, cette fameuse zone noire là, des 54%, beaucoup de téléphones, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et une présupposition, ce serait qu'ils sont quand même bien dans vos tiroirs ou nos armoires, etc. Donc en Europe, on n'a pas, c'est compliqué d'avoir ces chiffres-là, mais en Europe, on sait qu'il y a à peu près 700 millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs, et ça représente sur l'Europe uniquement 3 fois à peu près le nombre de téléphones vendus. Donc une des premières démarches qui pourrait être intéressante, c'est évidemment de vider vos tiroirs et de les amener dans une déchetterie. Moi, ce que je conseille souvent, c'est les déchetteries municipales, quoi. Celles de votre quartier, parce qu'en général, ça finit dans les 17,4% de la recyclabilité correcte dont je parlais juste avant. Ok ? On est en train de faire les cartons là avec mes parents, on en a compté au moins je crois 12 à la maison, enfin un truc comme ça. Il y a toujours, dans cette étude-là, ils en parlent un petit peu, donc la source est citée, il y a toujours cet espoir de dire non mais peut-être qu'un jour je peux en avoir besoin, que mon chien aura peut-être besoin d'un smartphone un jour. Il y a quand même toujours ce truc-là, ce frein de se dire un jour j'en aurai besoin. Non en fait, vous regardez bien, ça peut arriver, c'est toujours mieux de donner un smartphone tout de suite quand vous ne l'utilisez plus. Mais une fois qu'il est resté 1 an dans votre tiroir, vous savez que vous ne l'utiliserez plus. Donc, videz vos tiroirs, ça peut être pas mal. Alors, du coup, Nathalie, tu nous disais le contorsionniste en culotte courte, oui. C'est ça? Bon, du coup, vous l'avez vu, vu. À quoi ça fait référence. Bon, vous auriez pu, celui-là, on peut s'en douter plus. Avec des enfants. Ouais, donc ça, c'est une image qu'on avait pris en RDC, République démocratique du Congo. Quand je dis on, c'est Fairphone. Donc, un gros truc de Fairphone sur lequel on s'est fait quand même bien défoncer plein de fois, c'est le fait qu'on bosse avec les mines artisanales. Donc c'est très long, je peux pas en parler. Mais notre optique, c'est pas de juste cocher les cases des mines industrielles. Parce que les mines industrielles, souvent, évidemment, vous n'avez pas trouvé d'enfants. Parce que c'est interdit quand même par la plupart des gouvernements, même des gouvernements qui sont très corrompus. Mais la réalité fait que il y a beaucoup quand même d'enfants dans les mines. Et ils sont où, ces enfants? Ils sont dans les mines dites artisanales. Donc les mines non officielles, etc., qui bien souvent sont des sous-traitants des mines industrielles, soi-disant, en passant. Et donc pour donner quelques chiffres, on a à peu près 255 000 mineurs dans les mines artisanales en RDC, principalement dans les mines de cobalt. La RDC, c'est un pays qui produit plus de la moitié du cobalt mondial en termes d'extraction. Et sur ces 255 000 mineurs, au sens de personnes qui bossent dans les mines, on a à peu près 40 000 enfants. Donc c'est beaucoup. Et c'est ultra compliqué la problématique du travail des enfants, parce que si jamais vous vous dites non mais c'est pas bien, il faudrait vraiment pas qu'il y ait d'enfants, le problème c'est que, et pour le coup pour être sur place, Fairphone ça a démarré au Congo et aux Pays-Bas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont démarré, qui sont congolais, qui ont démarré l'histoire, et en fait on va vous dire bah oui mais sauf que si vous interdisez tout simplement le travail des enfants, il y a des vraies problématiques sociales qui se passent, parce que il y a un besoin de revenus quoi. Donc il faut considérer ça, il faut vraiment bosser à parité avec les gens sur place pour trouver les vraies alternatives, et c'est souvent pour ça que le commerce, le fair trade est considéré comme étant un allié des luttes contre le travail des enfants, parce que le fait de faire du fair trade, vous augmentez le revenu des mineurs, et du coup ça fait en sorte que les familles soient mieux payées et que du coup il y ait moins de gamins. Voilà, donc tout est lié. Mais ça suffit pas de faire du fair trade, c'est ça que je veux dire. Il faut aussi démarrer le travail sur place avec les gens avant d'avoir le label fair trade. Vous en avez peut-être pour 3 ans. Donc voilà, ce travail des enfants est problématique, et l'interdire comme ça, c'est pas suffisant, et en tout cas, c'est souvent à l'heure, quoi. Et je trouve aussi quelque chose qui est intéressant, que je vois beaucoup chez Fairphone, chez vous, c'est ce côté, vous pouvez pas faire quelque chose de responsable sans investir des personnes qui vont travailler sur ces sujets, en fait. Vous pouvez pas juste vous dire, bon, on va acheter du cobalt responsable d'un coup. Ça demande vraiment un travail de terrain. Vous, c'est beaucoup d'investissements que vous faites. D'aller sur le terrain, faire des partenariats, voir avec la population comment trouver une solution. Parce que sinon, ça marche pas comme ça, quoi. Oui, et puis c'est surtout pas, en plus, un point de vue d'occidentaux qui arrivent sur place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas sur la RDC, c'est quand même des gens de là-bas qui avaient participé au début de l'histoire. Et pour finir sur le travail des enfants, évidemment que leurs conditions de travail aussi sont très dangereuses, quoi. Dans les mines artisanales, c'est là que vous n'avez pas de protection. Ça, c'est des photos qu'on a prises aussi. C'est pas des enfants, mais c'est des mineurs que vous voyez travailler vraiment sans protection. Donc pas de masque, des outils qui sont quand même pas super.
Mais le plus dangereux, c'est les tunnels. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez dans les mines artisanales, vous avez beaucoup de tunnels creusés à la main ou avec des outils assez précaires, et du coup, c'est pas stable du tout. Donc il y a énormément d'éboulements. Et beaucoup de décès de personnes plus ou moins jeunes à cause de ces tunnels qui sont très, très précaires. Alors, il nous en reste 2. Donc la balle dans la piscine de boue et la mitraillette dorée. Au choix, qui veut partir? Vous voulez partir sur quoi? La balle dans la piscine. Alors, la balle dans la piscine de boue. Un avis sur... d'accord. C'est le plus obscur, je pense. La balle dans la piscine de boue. Alors en fait, quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience, on n'a jamais creusé cette histoire de mines, etc. On peut avoir un petit peu l'imaginaire des mines où vous avez quelqu'un qui pioche et d'un coup vous tombez sur une énorme pépite de cobalt, d'or, etc. Avec cet imaginaire de la ruée vers l'or, si on veut. Alors pourquoi est-ce qu'on parle par exemple de métaux rares, de terres rares, des choses comme ça? C'est pas tellement la rareté dans la croûte terrestre, dans le sens c'est difficile d'en trouver, etc. C'est qu'en fait, sur 1 tonne de matériaux, la quantité que vous récupérez est très 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 basse. Pour donner, donc ça c'est le travail qui a été fait par un artiste qui s'appelle Dylan Marsh. C'était sur la Jubilee Mine, voir combien de cuivre, donc c'est une mine de cuivre, la quantité de cuivre qui ressort par rapport à l'espace, à la surface, on va dire, qui est creusée. Donc en gros, la boule représente toute la quantité de cuivre qu'il y a sur les plusieurs kilomètres. Donc ça c'est une photo, il faut se dire l'échelle, c'est plusieurs kilomètres quand même. Donc sur un gisement de cuivre, on est à hauteur de 0,3 à 2% en termes de concentration. Sur l'or, je crois que l'or c'est le plus extrême. L'or, vous prenez 1 tonne de terre. 1 tonne de terre, vous avez 1 gramme d'or environ. Donc vous imaginez la quantité qu'il faut creuser pour juste choper à chaque fois les différents grammes pour faire de la high-tech, des bijoux, etc. Sur l'or, alors on s'étend pas, mais beaucoup de l'or est quand même utilisé pour tout ce qui est bijouterie, surtout en Inde, qui ont 1/3 de l'or pour les bijoux, l'or de mariage, etc. Alors au-delà du fait que c'est très peu concentré, qu'est-ce que ça amène le fait d'avoir cette basse concentration? C'est quelque chose plutôt polluant, quoi. Exactement, donc ça c'est encore des photos qu'on a prises sur des mines de cuivre en RDC. Vous pensez potentiellement que c'est sympa là, que c'est un peu doux, on peut se baigner, un lagon bleu, machin. Évidemment que non, c'est donc de l'acide qui est nécessaire à cette extraction du cuivre. Tu parlais de l'or tout à l'heure, pour l'or il y a besoin de beaucoup de cyanure. La cyanurisation de l'or c'est une étape justement qui est nécessaire sur l'extraction de l'or et qui est très 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 problématique au niveau environnemental, parce que souvent le cyanure, on ne le recycle pas correctement, en tout cas on ne traite pas correctement, ça fait partie de ces fameux déchets qui sont bien souvent, en fonction des pays, lâchés dans la nature et qui vont polluer les nappes phréatiques. Et c'est ce qui se passe sur le cuivre et l'acide. Donc ça, c'est des photos pareilles qu'on a prises. Toute la journée, quand vous êtes dans cette région-là, cette mine qui est en RDC, vous vous plantez à l'entrée des mines, toute la journée, il y a des camions entiers qui passent remplis d'acide. Et cet acide-là, il ne repart pas en fait. Il est là et il s'infiltre. Et il n'y a presque plus du coup d'agriculture alentour, etc. Et comme tu le disais Isabelle, bien souvent la taille des mines, ça c'est une mine industrielle, et c'est énorme quoi, plusieurs hectares, etc. Donc ça veut dire que ça prend des zones entières qui ne permettent pas à des personnes de vivre de l'agriculture, qui est quand même un moyen de subsistance très fort dans cette région-là de RDC. Et donc le problème, c'est que quand on dit des ressources limitées, etc., c'est juste à quel point est-ce qu'on est OK pour ouvrir de nouveaux espaces qu'on va creuser, en fait. Et sachant que aussi, plus le temps avance, plus les mines ont une concentration qui baisse. Puisque forcément, au début, on est allé sur les mines assez évidentes, où on voit des hauts taux de concentration. Plus le temps avance, plus forcément, on va sur des mines où on se dit, bon, elle a été moyennement intéressante, mais maintenant, il n'y a que ça. Donc, on est OK pour aller creuser cette mine. Et c'est encore de nouveaux espaces qu'on ouvre, etc. En France, il y avait pas mal de mines à l'époque, et petit à petit, la France a dit, bon, maintenant, on va arrêter d'accepter de creuser de cette façon. Parce que ce qu'expliquait Agnès, c'est vraiment l'empreinte. Alors, donc là, je reprends le travail de Dylan Marsh, complété par une association qu'on aime beaucoup avec Agnès, qui s'appelle Systex, qui travaille sur les enjeux miniers. Donc là, en gros, Systex, ils ont complété le travail de Dylan Marsh. Donc, je vous rappelle, la balle de cuivre dans la grosse piscine. Pour avoir l'échelle, ça équivaut à la tour Eiffel, niveau taille, environ. Et surtout, alors donc vous reprenez cette petite balle qui est représentée ici par un point, et là vous avez la surface qui correspond en gros aux sols qui sont dégradés.
c'est toujours compliqué d'avoir beaucoup de recherches sur ça. Mais c'est pour vous donner aussi les ordres de grandeur. En gros, de se dire, pour cette petite balle de cuivre, pour le petit point là-bas, on va avoir une empreinte sur les sols qui va être aussi grande que ça. Donc ça, c'est une mine, comment dire, c'est pas une mauvaise mine dans le sens, elle n'est pas pire que d'autres. C'est une mine classique, celle de Palabora, mine industrielle donc, plutôt, qui a ce type d'impact. Donc c'est dessus des échelles assez incroyables en termes d'impact, etc. Et ils avaient fait un rapport dans la continuité de cette étude qui montrait qu'en fait, l'équivalent monétaire, si on veut, de la quantité de cuivre qui est sortie, en termes de restauration des espaces, ça a coûté 20 fois plus cher, en fait, de restaurer derrière les espaces naturels, enfin restaurer. Limiter les dégâts, on va plutôt l'appeler comme ça, limiter les dégâts de cette empreinte. Et ça dépend aussi beaucoup des pays. Donc, typiquement, en RDC, il y a très peu de restauration. Quand un site minier il ferme, il n'y a pas de budget pour aller sur place et faire en sorte d'en faire des terres agricoles parce que justement, il a été complètement pollué et la dépollution coûte cher. Donc voilà, ça dépend aussi des pays où les mines sont, mais dans certains pays, la restructuration du site après fermeture n'existe pas. Allez, et du coup, on va sur notre dernière thématique, donc la mitraillette dorée. Ouais. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est quand même l'histoire à la base de Fairphone. En 2010, il y a une loi américaine qui est passée, qui s'appelle la loi Dodd-Frank, et qui montrait, qui citait 4 métaux, le tantal, l'étain, le tungstène et l'or, et qui disait ces 4 métaux-là, on sait que ça provoque des conflits armés, dans certains pays, notamment d'Afrique centrale. Donc on oblige toutes les entreprises cotées en bourse à faire en sorte de ne pas utiliser ces minerais-là qui sont issus de certains pays où il y a des conflits armés. Cette loi-là a eu l'avantage de mettre un peu le focus sur ces problématiques-là, que les gens ne connaissaient pas forcément à l'époque. Concrètement, sur le terrain, ça a été un peu compliqué parce que c'est un peu ce que je vous expliquais sur les enfants, le fait d'interdire, tout simplement, sans voir ce qui se passe derrière, sur le terrain, limite, ça fait des dégâts plus importants. Mais par contre, l'intérêt, oui, c'est que ça a mis cet accent sur des choses qui n'étaient pas forcément très connues à l'époque. Ça l'est un peu plus. Il y a ces 4 métaux qui sont toujours cités comme les minerais dits de conflit. En fait, dans la pratique, il y en a plus. Le cobalt, c'est un minerai qui provoque énormément de problématiques de conflits armés. Je vais citer David, qui est lyonnais et qui a monté une association à Lyon qui s'appelle Génération Lumière, que je vous conseille vraiment de regarder, c'est des gens super. David, il vient du Congo. Et dans sa conf, il explique ça beaucoup mieux que moi. Au Congo, vous avez à peu près une centaine de mafias armées, de groupes armés, qui détiennent pour certains ces fameuses mines. Donc détenir une mine, ça veut dire que si vous êtes mineur, au sens personne qui va dans une mine, vous êtes sous l'égide de ces groupes-là. Et donc c'est compliqué d'avoir des salaires décents, c'est compliqué de pouvoir éviter que vos gamins y bossent, etc. Parce qu'il y a ce contrôle des groupes armés. Bien souvent avec un agrément des gouvernements. En gros, personne, au niveau gouvernemental, ne va vraiment réagir sur la présence de ces groupes armés. Donc je vous conseille de regarder toutes les vidéos que fait David avec son association qui est lyonnaise, qui s'appelle Génération Lumière, parce que c'est vraiment aussi l'une des raisons, en tout cas pour les mines qu'on cite ici, pour lesquelles c'est très compliqué de fighter un peu ce statu quo. Ça marche. Donc on s'est dit que c'était important de vous donner cette figure. Alors il y a encore plein d'autres enjeux autour des technologies, mais au moins vous avez déjà les grandes clés pour aussi peut-être penser un peu plus loin qu'une histoire d'énergie et de ressources, et de voir les enjeux qui sont vraiment intrinsèques à faire de la high-tech. Alors là, on passe à la partie un petit peu plus joyeuse. Qui est donc, et si on pensait low-tech? Alors, quelle perspective peut y avoir par rapport à ça? Il faut bien comprendre que la low-tech a beaucoup été en réponse à ces enjeux, que ce soit environnementaux ou ces enjeux d'injustice sociale. C'est vraiment ça où on s'est dit, du coup, il faut avoir une autre mentalité, une autre approche de comment est-ce qu'on peut développer des produits. La low-tech est un courant autour de ça. Alors, plein de questions qui arrivent souvent. Alors, on a tout le temps le vélo qui est un peu l'objet classique ça, est-ce que c'est de la low-tech, les fours solaires, des composteurs qui existent. Donc, voilà, on peut se poser la question de se dire, est-ce que ces produits sont low-tech? Est-ce qu'un vélo est low-tech? Alors, typiquement, on peut le faire à lever de main. Levez la main si vous trouvez qu'un vélo est un produit low-tech.
Ouais. Alors, c'est tout à fait l'approche à voir. Il y a vraiment ce côté, déjà, un produit n'est pas intrinsèquement low-tech. C'est pas, vous avez un vélo low-tech, une voiture n'est pas low-tech, par exemple. Donc, juste rentrer par la porte d'entrée de se dire, est-ce que c'est un produit très high-tech, complexe ou pas, ça peut être compliqué. Surtout que finalement, faire un vélo, il y a quand même des étapes d'un point de vue industriel qui sont assez compliquées. Typiquement, pour faire les pneus, pas mal de vulcanisation, tout ce qui va être l'usinage des engrenages ou autre, c'est quand même quelque chose qui demande énormément de technologie. Donc, on peut pas vraiment répondre à ça. Et de façon générale, alors vous êtes 2-3 à l'avoir dit, ça dépend. Et donc, c'est pour ça que, alors s'il y a bien un truc sur lequel je pense tout le monde est un peu d'accord dans la communauté low-tech, c'est de dire on ne parle pas forcément de produits low-tech, mais on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle une démarche low-tech. Donc des réflexions à avoir autour de son produit et de l'approche. Donc pour se donner un peu 3 grandes questions à avoir, donc c'est Arthur Keller et Emilien Bourginal de Low-Tech Nation qui ont fait ces trois items et je trouve que c'est assez bien, ça représente bien. L'utilité, donc est-ce que c'est utile, est-ce que ça le vaut? La durabilité forte. Alors si vous êtes un peu curieux, je vous invite à regarder Arthur Keller, durabilité forte, durabilité faible. En gros, durabilité faible, c'est le sens développement durable, qui veut dire que de l'écologie peut être échangée avec de l'argent ou autre. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment la durabilité forte, dans le sens qui arrive à se développer dans les limites planétaires humaines que nous avons. Bref, est-ce réellement le plus soutenable possible? Est-ce qu'on a fait le meilleur choix d'un point de vue sobriété? Et est-ce que c'est le bon niveau de sobriété, complexité technologique? Et enfin, le dernier point qui peut vraiment différencier, je trouve, la low-tech d'autres courants type l'éco-conception, etc., c'est cette notion aussi de résilience collective. Donc, est-ce que ça nous rend plus résilients, autonomes, agiles? Et donc, sur ça, on va vous l'expliquer. Donc, on va passer un peu ces 3 items et à chaque fois, on va vous présenter des projets qui illustrent bien ces différents items. Alors, en premier, autour de l'utilité. Alors, il y avait une citation que j'aimais beaucoup utiliser de Cédric Price, qui disait « Technology is the answer, but what was the question ?» Alors ça, c'est toujours, en fait, à chaque fois que vous allez réfléchir à l'impact d'un produit, d'un service, etc., revenir toujours à cet aspect de « Oui, mais à la base, c'était censé servir à quoi? Quelle était la fonction qu'on voulait faire ?» Je vous reprends flashback à ma vie d'ingé en bureau d'études. Faire une machine à café connectée en Bluetooth, on aurait pu utiliser des plastiques recyclés, on aurait pu faire plein de choses, ça reste toujours une machine qui a une utilité quand même assez faible, de sauver 10 secondes à quelqu'un qui est un peu pantouflard le matin, quoi. Donc, c'est un peu cette question de dire, ok, quelle était la question posée, quel était le besoin auquel on essaye de répondre. Et en fait, cet item, l'utilité, c'est un des plus compliqués parce qu'en fait, les besoins, ça dépend de chacun. Ça dépend, c'est libre à chacun de considérer qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est facultatif, plaisir. Si vous allez plus loin dans des débats avec des groupes de personnes, vous vous rendez compte que les gens ne vont pas placer les choses de la même façon. Avoir une alimentation bio, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est facultatif? Ça dépend vraiment des personnes. Donc, c'était une première approche. D'autres, pour aller un peu plus loin, je trouve, sur cette citation, maintenant, j'aime bien la twister en disant, en fait, la technologie peut être une réponse, mais ça dépend de la question. Alors, je vous donne un exemple que j'ai souvent, donc j'interviens, je suis enseignante à l'INSA Lyon. On fait un cours autour du montage de projets responsables. Chaque année, je pense, je devrais les cocher. Chaque année, il y a un projet qui va être on va travailler sur l'intergénérationnel, comment faire le lien entre les jeunes, les personnes âgées, etc. Toujours. Et alors à chaque fois, ils me disent on va lancer une application. On va lancer une application et comme ça va faire le lien entre les personnes âgées, etc. Arrivé à la fin du semestre, ils font tous la même conclusion de dire en fait c'est peut-être pas pertinent pour créer du lien. Finalement, c'est peut-être pas une appli ou une techno qu'il faut faire, c'est plus du service. Donc déjà, il y a aussi cette première question, des fois, se dire qu'il y a plein de problèmes qui ne nous répondent pas par la technologie. C'est-à-dire, en fonction de la question, est-ce que une techno peut être intéressante ou pas? Pour aller un peu plus loin sur cette notion de dire, c'est pas un produit intrinsèquement qui est responsable, utile ou pas. J'aime bien prendre cet exemple. Alors, pour la peine, on est plus sur de la high-tech en termes de produits. Mais on va prendre un produit qui est exactement le même, à gauche et à droite, donc un drone de livraison, un drone télécommandé de livraison assez classique.
On va avoir à gauche le service Amazon Prime Air. Donc vous avez entendu, maintenant vous pouvez, je sais pas si c'est mis en place en France déjà ce système de livraison par drone porte à porte, mais qui est déjà en place dans certaines villes en Amérique, ça c'est sûr. Donc bon, l'utilité, chacun pourra choisir ce qu'il en pense. Et après, donc Nuba Drones, donc c'est un projet que j'avais rencontré en Colombie. Nuba Drones, ils se sont intéressés à comment est-ce qu'on peut donner accès à de la santé au plus grand nombre. Alors ce qu'il faut imaginer, en Colombie, vous êtes sur des centres-villes qui sont énormes, de l'ordre de 10 millions de personnes, très étalées, des conditions de circulation très compliquées. Et bien sûr, les principaux hôpitaux se trouvent dans ce centre-ville. Et en fait, vous avez énormément de populations qui sont plus écartées du centre-ville, sur les collines, etc. Où là, enfin, c'est tous les clichés que vous pouvez imaginer de favelas, c'est dangereux d'y aller, l'accès est très très compliqué, c'est tout simplement un peu coupé des services publics que vous pouvez avoir. Ce qui fait qu'avec le temps, tout simplement, tous les dispensaires hôpitaux disaient mais nous on peut pas aller là-bas, ça nous fait perdre trop de temps et tout simplement les personnes ont peur d'y aller, vraiment. Donc ça veut dire que les services de livraison pour sang, vaccins, médicaments, etc. n'allaient juste plus dans ces zones. Ce qui font que Daniel avec son équipe de Nuba Drones, a mis en place un service de navette dont le but était de passer plus par les airs pour pouvoir faire des services de livraison entre les différentes zones. Ce qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus simple que les camions. Ça évite les problèmes de bouchons. En général, ils mettaient 20 minutes au lieu de passer 1 heure et quelques pour aller sur place. Et ça reconnecte un petit peu la population à ça. Et à chaque fois, Daniel, à partir de sa techno, il a dû dire non à une tonne de projets où en fait le but était tout simplement d'avoir une certaine gadgetisation. Il disait en fait moi ça fait sens dans le cas là donc c'était à Cali en Colombie. Il disait dans le cadre de l'hôpital de Cali ça fait sens, mais sinon pour aller faire un show ça m'intéresse pas forcément. Donc un exemple de comment le produit, en fait, si on veut, en lui-même, c'est pareil, techniquement c'est pareil, on va simplifier, mais autant de minerais, autant d'énergie utilisée, etc. Mais vraiment, en fonction de l'utilité, on va le considérer nécessaire ou pas. Et vous pouvez très bien dire que même dans ce cas-là, vous le considérez pas nécessaire. Mais c'est une question, et c'est pour ça qu'on dit souvent que la low-tech est assez politique, c'est que la low-tech impose de se poser ces questions. De se dire, est-ce qu'on trouve ça nécessaire d'un point de vue de société, d'un point de vue citoyen? Est-ce qu'on trouve ça intéressant d'utiliser de la technologie, donc de l'énergie et des ressources pour répondre à ce besoin? Et d'accepter aussi qu'il y a des besoins qui n'ont pas besoin d'être répondus par de la techno. Alors sur le deuxième item, donc de la durabilité forte, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on entend par techno-discernement, de se dire c'est quoi un niveau intéressant de technologie. Et je vais vous parler un peu de Pepperfudge, qui pour moi est le projet qui fait vraiment le grand écart entre un système très compliqué à la base à un système le plus simple. Alors Pepperfudge, ils se sont attaqués à la problématique des centrifugeuses de sang. Donc quand vous faites une prise de sang, vous le mettez dans un tube à essai. Ce tube à essai est mis dans une machine qui tourne à très très haute vitesse et ça vous permet de séparer globules rouges, globules blancs, plasma, etc. Et vous permet d'identifier certaines maladies. Type malaria, vous pouvez le voir, malaria, paludisme, vous pouvez le voir. Donc c'est des machines qui, de base, coûtent quand même plusieurs milliers de dollars, qui sont très technologiques. Et en fait, Manu Prakash, qui est l'inventeur de Pepperfudge, il s'est retrouvé à Madagascar où il a vu qu'en fait beaucoup de centrifugeuses n'étaient pas branchées, ils servaient un peu de cale-porte par terre, etc. Et il disait en fait l'électricité est tellement inconstante sur l'île que finalement nous on n'arrive pas trop à utiliser les centrifugeuses et bon du coup elles traînent, elles restent là en mode c'est gentil la Croix-Rouge mais bon du coup on sait pas quoi en faire quoi. Et donc il s'est posé la question, il s'est dit comment est-ce qu'on peut faire tourner quelque chose très rapidement de façon la plus simple. Alors il y avait vraiment une contrainte du coup là de territoire, mais avec cette question, si la problématique c'est juste de faire tourner quelque chose rapidement, on peut trouver des solutions. Et Manu Prakash c'est un peu un grand enfant, enfin c'est un peu un Peter Pan comme personnage. Je vous invite à écouter son TED, il est très marrant comme gars. Et en fait, à chaque fois qu'il réfléchit à des solutions, il va s'inspirer du monde des jouets. Donc là il s'est dit c'est quoi tous les jouets qui tournent? Toupie, frisbee, yo-yo, il a tout regardé. Et il a abouti à ce jouet qui est un disque relié par des élastiques en tortillé. Certains d'entre vous y ont peut-être joué. Et en fait, vous utilisez les poignets pour battre comme ça et ça permet de faire tourner le disque à très grande vitesse. Solution 50 centimes environ.
Donc voilà, pour expliquer rapidement, vous avez un petit capillaire, donc un tout petit tube. Vous mettez une goutte de sang dedans, vous le mettez entre les 2 feuilles de papier, vous l'entortillez et vous pompez, on va dire, pour voir la différence. Et en fait, sur le petit tube, à la fin, vous voyez, du coup, vous avez les globules rouges, le plasma et le buffycote, si on veut, qui est un peu le reste, si on veut. Et c'est le ratio de ces 3 éléments qui permet de définir pas mal de maladies. Et donc, c'est vraiment, je trouve, un des cas extrêmes de se dire, en fait, ça, c'est beaucoup plus simple à faire et ça répond aux besoins nécessaires. Bien sûr, ça y répond aussi d'avoir une centrifugeuse et c'est intéressante quand vous avez peut-être un grand nombre de tubes à essai à faire. Puis c'est normalisé en France, c'est comme ça, hein, tout le monde a ses tubes à essai, donc il faut faire une solution qui est adaptée. Mais en fait, plein de fois, il y a des solutions plus simples à faire qui sont plus durables dans le sens aussi où c'est compréhensible comment le faire. On sait facilement réparer, ça vous le voyez, il y a 3 éléments. Bon, s'il y a un disque en papier qui est cassé, vous savez le réparer, quoi, d'une certaine façon. Donc ça, c'est vraiment un cas extrême de problématique qui était au début high-tech à une solution beaucoup plus frugale. En termes de durabilité, donc peut-être tu peux expliquer, vous, chez Fairphone, comment vous l'approchez. Ouais, donc quand vous regardez un téléphone comme les Fairphone, ce qui saute un peu aux yeux, c'est que vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez changer facilement l'écran, il y a des petits vis de partout, et sans être technicienne ou technicien, vous pouvez facilement changer l'écran. En 10 minutes, vous enlevez des vis, hop, vous changez le truc. Et pourquoi ? Il y a cette modularité-là pour la réparabilité. Donc les Fairphone sont modulaires, et vous pouvez facilement, quand vous cassez l'écran, le changer. Quand vous savez, quand vous pluguez votre chargeur, au bout d'un moment ça marche mal, vous changez juste la petite partie qui concerne le chargeur USB. Et du coup, évidemment que vous n'avez pas à changer tout le reste de l'appareil. Donc la durabilité, chez nous, passe par la modularité matérielle. On en profite pour vous faire un petit topo sur l'indice de réparabilité. Sachez que ça existe depuis début de l'année, hein, c'est bien ça, l'indice de durabilité. Janvier 2021. Donc, le temps passe vite. Un peu plus. Et du coup, il y a déjà 4 produits où maintenant, quand vous allez acheter, vous allez trouver une note de réparabilité. Donc, sur des indices de à quel point est-ce que vous pouvez avoir des outils pour réparer, à quel point c'est facilement remplaçable. J'aime bien, ils ont pris un critère, le nombre d'étapes nécessaires pour changer. Par exemple, imaginons un écran soit remplaçable, ok, mais s'il y a besoin de 30 étapes pour y arriver, on sait que les personnes lambda ne vont pas le faire, quoi, d'une certaine façon. Donc voilà, un indice de réparabilité et qui enchaînera sur un indice de durabilité, c'est ça ? Ouais, donc 2024, la France sortira un indice de durabilité qui va englober l'indice de réparabilité. Et ça va consister aussi à mesurer la robustesse du produit, tout un tas de choses qui vont faire qu'on va pouvoir garder nos appareils. Ça concerne les appareils électroniques, mais pas que. Aussi les tondeuses à gazon, des choses comme ça. Je regarde Agnès parce qu'elle est impliquée dans le groupe de travail au ministère et ça reboucle un peu avec ce qu'on disait. C'est le fait d'avoir lancé Fairphone qui te permet aussi finalement de te retrouver à la table des discussions de comment on réfléchit à un indice de durabilité, quoi. Sur la réparabilité, c'était un peu compliqué pour nous, Fairphone, de rentrer dans cette discussion avec les gouvernements français, mais ils ont accepté sur l'indice de durabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte, une voix. Donc Fairphone y est, Crosscall aussi, qui est une super boîte française qui fait des téléphones de chantier, que je conseille aussi beaucoup. C'est solide, c'est bien. Mais on a le même pouvoir que Samsung, Apple, etc. Et c'est intéressant parce qu'évidemment que l'approche de Crosscall ou de Fairphone ne sera pas celle des autres boîtes que j'ai citées. Donc effectivement, encore une fois, toute la partie lobbying pour faire en sorte d'avoir de la durabilité dans les produits qu'on fabrique, c'est tout aussi important que de les vendre, quoi. Et le support logiciel, donc ça c'est un peu l'enfant pauvre de la durabilité, c'est moins connu, etc. Ça c'est vraiment mon job chez Fairphone, c'est ce que je fais chez Fairphone. Donc je suis en charge du département où il y a des ingénieurs qui planchent sur comment lutter contre l'obsolescence logicielle des téléphones. Et donc ce qu'on fait dans cette équipe-là, on essaye de faire des versions d'Android nouvelles sur des téléphones qui sont un peu âgés. Et il y a plein de problématiques, mais en gros on est entre deux monopoles, le fabricant de la puce. Donc la puce, c'est le processeur, c'est le cerveau de votre téléphone, et Google, qui est le fabricant d'Android. Parce que finalement, en fait, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant très longtemps, ces deux monopoles n'ont pas été forcément dans faire des produits, des solutions durables. Donc le fabricant de puces, à un moment donné, que ce soit Qualcomm qui est cité là ou d'autres, hein, c'est tous plus ou moins pareil, ils vont dire, bon, on arrête le support logiciel de cette puce, on arrête à Android 8, et puis Android 8, au bout d'un moment, par Google, n'est plus maintenu. Donc c'est là où souvent les autres marques s'arrêtent en disant bon bah voilà, c'est plus maintenu. Et de plus avoir de logiciel, c'est vraiment problématique. Parce que vos applications bancaires ne marcheront plus, parce qu'il n'y a plus de sécurité logicielle sur vos téléphones, ou votre application préférée
TikTok ou je ne sais quoi, au bout d'un moment, on ne marchera plus parce que ces applications refuseront de se lancer s'il n'y a plus un système qui est à jour, quoi. Et donc, typiquement, là, on a fait, fin d'année dernière et cette année, on a lancé une version d'Android récente sur un téléphone qui a 6 ans, donc ça va nous porter à 7 ans le support logiciel. Si d'autres pouvaient faire pareil, ça serait bien. Féliciter Agnès, c'est beaucoup son travail. Et alors, le dernier item au niveau de la résilience collective, en fait, une des approches aussi vraiment dans la low-tech, c'est de se dire comment nous, en tant que groupe de citoyens, on peut se créer plus de résilience sur le produit. Alors moi, j'aime beaucoup parler des composteurs de quartier, parce que c'est pas forcément un des exemples qu'on donne en général quand on réfléchit low-tech, etc. Mais typiquement, entre un composteur que je vous montrais, le composteur en photo qui était en bas à gauche, si vous aviez vu quand je vous ai demandé qu'est-ce que de la low-tech, on va dire un composteur chez soi en plastoc, bon, ça peut être sympa, mais vraiment un composteur low-tech, pour moi, ça va être une approche d'un composteur de quartier. Pourquoi ? Alors, composteur de quartier, ce qui est vraiment intéressant, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais beaucoup de personnes font leur premier pas en termes d'engagement sur des composteurs de quartier. C'est-à-dire, ils vont se dire à la base, c'était des personnes qui peut-être avaient une consommation plus responsable, mais vraiment, quand est-ce qu'ils se sont sentis acteurs pour une des premières fois, c'est au niveau d'un composteur de quartier. Donc ça vous demande de contribuer, mais ça vous demande aussi d'aller aux permanences où vous allez retourner la terre. Ça vous demande aussi de faire des permanences où là, votre but, c'est tout simplement d'accueillir les autres membres du composteur. Et c'est tout ça, en fait, quand on parle de résilience collective. C'est-à-dire, c'est un peu changer de position entre juste être un consommateur plus ou moins responsable, mais être un consommateur, qui est une position finalement assez passive, si on veut. Vous êtes actif juste avec votre carte bleue, à une position beaucoup plus active. Vous allez prendre part à comment fonctionne la solution. Vous mettez les mains dans la terre, alors là c'est vraiment au sens propre, et de vous contribuer à tout ça. Et ça vous demande du coup de comprendre aussi comment ça fonctionne. Ça vous demande de voir un composteur, ça vous demande de savoir ce que vous mettez, ce que vous ne mettez pas, quand est-ce qu'il n'y a pas assez de matière sèche, quand est-ce qu'on sent que là c'est un petit peu déséquilibré, et ça amène des questions bêtes. Qu'est-ce qu'on fait des souris là-dedans ? On les laisse pas, plein de questions en fait que vous vivez quand vous êtes dans un composteur de quartier. Et c'est ça ce dont on parle quand on parle de résilience collective, c'est quels sont tous ces projets qui vont nous aider à être plus acteurs pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose de plus durable. Un peu sur cette notion encore d'apprentissage, alors il y a un projet, l'atelier du Zéphyr, ils sont à Lyon et ils ont leur atelier au nord de Lyon, si on veut. Leur idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vous apprendre à fabriquer vous-même des produits pour se chauffer, c'est dur à dire ça rapidement, pour se chauffer, pour se nourrir, des choses comme ça. Donc ils vont vous montrer comment fabriquer des petites éoliennes de fortune. Ils vont vous montrer comment faire. Donc ça, c'est un poêlito à côté d'Agnès, qui est un poêle de masse qui, à partir de matériaux récupérés, vous permet d'utiliser du petit bois de façon optimisée. Le petit bois, ça va être typiquement les petites brindilles qui pas vraiment d'usage normalement, et qui là, après quelques éléments soudés, vous pouvez en faire soit un poêlito pour se chauffer, soit un poêlito pour cuire des différents éléments. Et l'approche de l'atelier du Zéphyr, c'est pas de vous vendre ces produits, c'est vraiment de vous aider à vous former sur comment faire. Donc si vous voulez apprendre, ils font souvent des initiations de soudure à l'arc, mais ou d'objets très simples, de se dire voilà, session, on va apprendre comment est-ce qu'on fait un poêlito. Et ça rentre totalement dans cette démarche de résilience collective. De dire, c'est pas juste nous, techniciens, ingénieurs, qui allons vous fabriquer des produits responsables, c'est on va vous apprendre à comprendre comment fonctionnent ces objets pour que vous puissiez les fabriquer. Et ce que ça sous-entend aussi, c'est du coup d'avoir des objets qui sont compréhensibles. Et c'est là où on atteint un peu ce côté où plus l'objet est complexe, plus il y a une distance avec le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur ne va pas être capable de l'utiliser, le réparer facilement, quoi. Donc l'objectif, c'est de réduire un petit peu cette distance, d'avoir des objets plus simples. Et ce qu'on appelle, alors il y a un auteur qui est très cité dans la low-tech qui s'appelle Ivan Illich, on parle de convivialité technologique, c'est-à-dire un objet convivial, c'est un objet que vous pouvez beaucoup plus comprendre, qui va vous rendre plus créatif, qui va vous permettre de faire des choses. Et donc il y a toujours cette optique de dire, est-ce que ces projets vont nourrir un aspect de convivialité ? Qui n'est pas la convivialité saucisson fromage autour de la table, hein. Mais vraiment cette approche de se dire un produit qu'on peut comprendre
Et en fait, on l'ouvre, la 4L, je pense pour ce truc-là, on l'ouvre quand quelque chose fume, on a compris que c'est ici que ça bug, quoi, d'une certaine façon. Alors, chez Fairphone, comment vous l'interprétez-vous, ce côté collectif? Les premières générations de Fairphone, elles ne se seraient pas lancées sans les utilisatrices et les utilisateurs qui ont été très présents sur essayer de promouvoir la réparabilité, non pas que des Fairphones, mais en général de tout appareil électronique. Donc il y a plein de meet-up qui se sont lancés. Et c'est vraiment voilà, des bénévoles qui essayent de promouvoir l'apprentissage de l'électronique aussi, quoi. Comment on peut facilement, chez Fairphone on est modulaire, c'est peut-être plus simple, mais dans d'autres marques c'est aussi possible parfois de réparer certaines parties du téléphone soi-même. Et cette partie-là, elle est essentielle dans l'histoire de la communauté Fairphone. Il y a cet aspect convivial dans le sens où, dans ces meet-up qui se retrouvent les samedis après-midi, il y en a beaucoup en Allemagne, la volonté, c'est vraiment d'inclure même des personnes qui s'identifient comme non techniques, puisque la technique n'est pas le problème. L'objectif, c'est d'arriver à passer cette espèce de truc en disant « bah ouais, mais j'y arriverai pas, je suis pas technicien, je suis pas technicienne ». L'objectif, c'est d'arriver à prendre ça. Donc, il y a toute une partie qui consiste à lever le voile sur l'opacité, c'est de comprendre les trucs assez de base sur comment marche un téléphone pour facilement pouvoir le réparer soi-même ou l'utiliser mieux une fois qu'il est réparé, pour éviter de l'abîmer ou de l'utiliser d'une mauvaise manière. Et ça, déjà, dans la conception, il y a plein d'éléments qui peuvent faciliter cette appropriation. Par exemple, le Fairphone, vous l'ouvrez, vous avez plein de petites icônes qui vous disent, ben là, c'est la vis pour l'appareil photo, là, c'est la vis pour la batterie, des choses comme ça. Pour faire le parallèle, pour vous dire ce qui se passe dans l'industrie, dans mon ancienne boîte, on avait des vis qui avaient l'empreinte de N pour être sûr que ça soit que des techniciens qui ouvraient les appareils, quoi, d'une certaine façon. Donc c'est là où vous voyez, en fait, il y a le gap énorme qu'il y a à faire à l'heure actuelle dans l'industrie, quoi. Et ouais, je voulais juste rajouter ce point de vue-là sur la résilience collective. Quand on parle de résilience collective, c'est vraiment en respectant une approche décoloniale, c'est-à-dire que faut qu'on soit collectif jusqu'au bout et que justement, il n'y ait pas cette volonté de dire, bon, nous, en tant que membres habitants dans des pays occidentaux, on arrive à faire des choses qui n'aient pas d'impact ou peu d'impact sans regarder ce qui se passe ailleurs. Donc vraiment, l'approche qu'on essaye de faire, on espère bien n'être pas les seuls, hein, c'est d'arriver à penser à cette appropriation. Je parlais par exemple de la réparabilité, comprendre comment les produits fonctionnent, de ne pas la penser de notre point de vue, mais en incluant toutes les personnes impliquées dans la chaîne de fabrication des téléphones. Et comment on implique les personnes qui sont impliquées dans la chaîne de fabrication des téléphones? Et ben, il y a un travail qui démarre dans les mines, ça j'en ai déjà un peu parlé, mais qui se poursuit aussi dans les usines. Donc Fairphone, nos usines sont en Chine, on veut être là où ça se passe mal. Plein de fois, il y a plein de journalistes qui me disent tout le temps la même chose, mais pourquoi vous rapatriez pas ça en Europe? Peut-être qu'on le fera, mais aujourd'hui, les problématiques sur l'assemblage du téléphone, elles sont en Chine. Donc il faut être là-bas. Il faut être là-bas pour pouvoir bosser justement avec les personnes qui bossent sur la chaîne de production. Il ne faut pas présupposer quelles sont les bonnes conditions de travail pour ces personnes-là, il faut bosser avec elles pour les définir. Donc c'est ce qu'on veut dire ici par Workers' Voice. Donc ça c'est notre usine, c'est les employés de notre usine. Donc il y a des employés de Fairphone qui bossent là-bas et qui définissent ce que sont les bonnes conditions de travail. Et bien souvent, les conditions de travail sont assez désastreuses. Je vous invite à lire ce bouquin qui est sorti aux éditions Ago il y a déjà un petit bout de temps, qui explique les conditions de travail dans les chaînes d'assemblage en Chine, notamment dans l'usine Foxconn, mais c'est pas la seule. La machine est ton seigneur et ton maître. Il y a énormément de problématiques sociales là-bas. Donc on peut penser qu'il n'y a que le problème des heures de travail. Le problème essentiel, c'est bien souvent le fait aussi que votre lieu de vie, c'est votre lieu de travail, qu'il n'y a pas forcément de respect de votre lieu de vie. Les gens dorment bien souvent dans des dortoirs où ils sont très nombreux, etc. Ce qui a d'ailleurs mené, sur le slide d'après, à des campagnes de suicide. Hélas, c'est comme ça que les gens, chez nous, dans nos pays, ont entendu parler un peu de ça. En 2010, entre 2010 et 2016, il y a eu quelques campagnes de suicide chez Foxconn, donc des employés pour dénoncer les conditions de travail qui sont jetés tous des toits de l'usine pour dénoncer ça. Et là, mais depuis, ils ont mis des filets pour protéger ça. C'est vrai. C'est pas une blague. Ouais, c'est vrai que c'est assez désastreux. Ouais. Plutôt que de s'intéresser aux problématiques derrière les suicides, il y a des filets anti-suicides qui ont été posés dans ces usines-là, comme si ça allait tout résoudre. Enfin bref, donc du coup, pour arriver à comprendre quelles sont ces problématiques-là, faut parler avec les gens qui bossent sur les chaînes de production, quoi. Et avec notre regard d'occidentaux, on pourrait dire c'est le nombre d'heures, etc. Non, la problématique, c'est le revenu. Il faut que les gens soient mieux payés. Donc arriver à atteindre ce qu'on appelle le revenu dit décent,
plutôt que le revenu dit minimum, bah, ça permet aux gens d'avoir de la nourriture correcte, l'accès à l'eau, pouvoir faire des études, etc., quoi. Housing, healthcare, etc. Et pour ce faire, il faut augmenter les salaires. Point. Et ça, vous allez dire c'est un peu naïf, mais c'est vraiment ce que les gens répètent sur place. Quand vous bossez avec ces personnes-là dans la chaîne de production, c'est ce qu'on va vous répéter constamment. Souvent, on nous dit, oui, personne qui nous met le couteau pour faire ces heures-là, on les fait, ces heures-là, parce qu'on est mal payé. Donc, ce qu'on avait essayé de faire chez Fairphone, c'est évidemment d'augmenter les salaires. Donc, la moyenne, en général, du salaire, parce qu'il y a différentes régions en Chine, mais en gros, le salaire minimum est à peu près de 256 € par mois. Donc, ce qu'on a fait sur notre usine, c'est que les chaînes de production Fairphone, ça ne représente pas l'intégralité de l'usine. On avait commencé à bosser que sur ces employés-là. Puis après, on a ces personnes-là qui ont voulu étendre le scope, quoi, pour inclure toutes les personnes de l'usine. Et au final, sur les un peu moins de 500 personnes qui bossaient dans l'usine, on a filé 1 000 € de bonus, donc ce qui représente à peu près entre 4 et 5 salaires. Et ça nous a coûté entre 1,80, 5 et 2 $ par téléphone. Donc pareil, un journaliste l'autre jour qui dit « Mais pourquoi vous le dites en gros, ça craint, en gros, ça coûte rien, on peut le faire. » Bah oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on peut le faire. Alors si ça coûte 2 $ à Fairphone, ça coûte 2 $ à d'autres, quoi. Donc là, l'échec un peu, c'est que, bon, sur cette génération de téléphones, on était les seuls à les faire, on a essayé de pousser, c'est pas encore passé, mais on espère bien que sur les prochaines générations de téléphones, on arrive à pousser les autres fabricants de téléphones à faire pareil. Pour qu'on arrive à quelque chose de plus global, quoi. Donc 2 $ par téléphone, retenez ce chiffre-là, vous permettez aux gens d'avoir un salaire décent. Ouais, ça c'était juste pour clôturer on va passer par, je sais pas si on aura le temps de montrer beaucoup d'exemples, mais en gros, j'aimais bien cette une un article qui est passé il y a pas longtemps dans la revue Conversation, qui dit, en gros, oui, voilà, n'importe quelle solution ne passe pas forcément par des solutions high-tech, et notamment les solutions qui concernent la durabilité. Je pense que le point que je trouve vraiment intéressant avec cet exemple de Fairphone, c'est de dire aussi c'est quoi vraiment quand on dit résilience collective. C'est collective de façon mondialisée, puisque aussi finalement on est sur des problématiques mondiales maintenant. Donc forcément, si nous on réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire pour faire de façon collective, ça demande aussi, parce que si on sous-entend qu'on a besoin d'électronique, comment est-ce qu'on fait pour que aussi les personnes de l'autre côté du globe vivent bien ce changement, quoi. C'est vraiment la perspective décoloniale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaye de promouvoir, mais c'est au-delà de Fairphone d'ailleurs, c'est toujours Moi, personnellement, je suis persuadée que pour arriver à résoudre des problèmes, par exemple, par des solutions low-tech plutôt par les solutions high-tech, ça passe aussi par se décloisonner et se défocaliser de nos conditions, dans notre pays, etc. Et de prendre en compte ce qui se passe ailleurs. Sans faire ça, ça ne marchera pas. Je pense. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour des exemples, parce que du coup... On va les présenter rapidement, et comme ça, on vous laissera quand même un petit peu de temps de questions. Et moi, je suis désolée, je dois partir à 30 à la fin du truc, parce que je dois aller... Parce que tu vas chez Fairphone. Je vais chez Fairphone après, qui est à Amsterdam, donc je dois prendre un train après, mais voilà, Isabelle sera encore là. Alors, un des projets quand même intéressants, si vous parlez à quiconque qui est très intéressé de low-tech, il va vous parler à un moment de l'atelier paysan. L'atelier paysan, pour vous expliquer, en gros, l'idée, c'est vraiment d'aider les agriculteurs à s'équiper en machines. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils répondent à plusieurs problématiques. Première problématique, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, et là, on parle vraiment de durabilité forte, à l'heure actuelle, quand vous voulez faire de l'agriculture plus raisonnée, selon permaculture ou autre, vous n'avez pas les machines qui fonctionnent pour ça. Sur un exemple bête, par exemple, il y avait des viticulteurs de Bordeaux qui sont en biodynamie. Ils disaient, nous, il nous faut un espacement de pieds de vigne pour que ça fonctionne en biodynamie. Les machines du marché ne fonctionnent pas, ne passent pas sur cet espace, typiquement. En gros, beaucoup de machines qui sont développées fonctionnent très bien pour de la monoculture. Enfin, très bien. Fonctionnent pour de la monoculture, épandage d'engrais classique, etc., mais n'est pas du tout compatible avec une agriculture plus raisonnée. Donc déjà, première question de se dire, faut trouver un peu des machines qui correspondent à ce type d'agriculture. Deuxième aspect, l'aspect financier. Alors, vous l'avez vu avec le dernier film de Guillaume Canet, la situation des agriculteurs est très compliquée, en France, mais un peu dans beaucoup de pays. Alors aussi parce que s'installer, alors en général vous héritez, beaucoup d'agriculteurs héritent de parcelles et de machines, mais si vous vous installez à l'heure actuelle,
comptons terre, machine, etc., vous en avez pour 800 000 euros, en fait. C'est de cet ordre de grandeur de s'installer dans l'agriculture à l'heure actuelle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à avoir des machines qui sont plus accessibles d'un point de vue financier et aussi qui seront plus faciles à maintenir, à réparer, etc. Et donc, l'atelier paysan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont réfléchi avec pas mal d'agriculteurs, de paysans, déjà quel type de machine serait intéressante. Donc là, vous avez un bici-tracteur. Là, il y en a un que je trouve toujours marrant. On dirait donc le gars est totalement bourré sur le truc, mais non, il est en train de faire ses semis. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, la position est beaucoup plus confortable d'être allongé, de faire ses semis. En fait, il a un petit bac devant avec toutes les petites laitues. Et pour avancer, il pousse juste avec ses jambes. Donc, il y a un petit mécanisme, il pousse, ça le fait avancer d'un rang. Et du coup, il fait ses semis de telle façon, plutôt manuel. Donc, c'est ce type de machine. Clairement, vous n'allez jamais trouver ça chez John Deere ou quelconque autre fabricant assez classique. Et donc, ce qui est très intéressant dans l'atelier paysan, c'est comment est-ce qu'ils se sont développés. Un peu inspiré, enfin l'atelier du Zéphyr s'est beaucoup inspiré de l'atelier paysan, c'est que l'atelier paysan ne vend pas les machines. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chez l'atelier paysan et dire je veux un lit à semis, un cultibute, des choses comme ça. Ce que vous payez, c'est une formation, en fait. Vous formez à fabriquer ces éléments. Et la seule chose que vous payez, donc, c'est le temps de formation et la matière première. Donc la matière première, en général, c'est beaucoup de tubes soudés et de bois. Donc des méthodes qui sont assez simples. Et l'idée, c'est de se dire, tous les plans sont disponibles. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur Internet. Si vous êtes quelqu'un assez bricolo qui maîtrise ça, vous pouvez très bien construire vous-même les machines de l'atelier soudé. Ce qui fait qu'il y a énormément d'agriculteurs qui vont sur le site, qui prennent les plans et qui construisent. Mais c'est le but de l'atelier l'atelier paysan. Je confonds avec autre projet très cool de Lyon. C'est le but de l'atelier paysan, c'est de dire, nous, tant que notre raison d'être, elle est remplie d'aider les agriculteurs à faire de l'agriculture durable, c'est bon, ils n'ont pas besoin de passer par nous automatiquement. Donc voilà, voir comment tout ça est en libre, gratuit. Ceux qui ont besoin de se former, on les aide, on les forme, et c'est comme ça que aussi eux se financent derrière. Et ils vont vendre aussi en gros toutes les petites pièces qui sont très particulières. Par exemple, les pièces coupantes, en général, c'est assez compliqué à fabriquer. Donc ils vont avoir un lot de pièces détachées pour construire leur machine. Et si vous allez dans les milieux vraiment agricoles, ils sont énormément connus. Par contre, vous les verrez jamais à la French Tech ou des choses comme ça. Ils sont on n'a pas le temps pour ça, quoi. Une autre approche peut-être qui peut être un peu plus proche de l'industrie, je trouve qu'il y a des acteurs qui commencent à se poser des questions intéressantes autour du déplacement des véhicules, avec deux acteurs récents de l'automobile. Alors GazelTech, l'approche en fait a été de se dire, il y a quand même des personnes qui ont besoin de voitures. Mais c'est un fait. Si vous habitez un peu plus hors de la ville, que vous avez une distance dans les 50 km à faire pour aller au boulot, malgré tout, il vous faudra un véhicule. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Ça, dans une vision low-tech. Alors, pourquoi c'est low-tech? Ils l'ont réfléchi de plusieurs façons. Déjà, d'un point de vue empreinte environnementale, ce qui prend le plus d'énergie sur une voiture, c'est le poids. Plus le véhicule est lourd, plus ça va consommer de l'énergie. Les voitures de GazelTech, donc c'est fait plutôt sur des résines de composite. Ça fait 750 kg. Vous prenez une voiture citadine, même une Twingo par exemple, on est déjà quand même à 1 tonne 2, 1 tonne 5. Maintenant, on a une tendance à avoir des véhicules de plus en plus lourds. Si vous prenez les SUV, vous montez déjà beaucoup plus haut. Donc 750 kg, c'est rien du tout. Et il s'avère que qui plus est, ils ont les meilleures notes au crash test. Donc c'est pas non plus forcément poids versus solidité comme des marques type Volvo vous pouvez avoir. Là, finalement, les composites étant quelque chose de très résistant, ça absorbe 5 fois l'énergie par rapport à des trucs acier, plutôt léger. Résilience collective, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour faire ce châssis, ça comprend 10 pièces. Ce qui fait que l'objectif, c'est de se développer avec des petites usines qui seraient installées dans des containers. Et on aurait, à partir du moment où c'est intéressant sur un territoire d'avoir des petites usines GazelTech, hop, on met un îlot et on peut démarrer une production locale et adaptée au territoire. Donc il y a vraiment ce côté-là de se dire, ça répond à un besoin du territoire. Autre approche, Kiwi, qui est lyonnaise. Lyonnaise, il y a aussi, je dis elle parce que c'est une fondatrice. Kiwi, ils ont réfléchi à comment améliorer les systèmes d'autopartage. Et en fait, ils se sont inspirés des systèmes de caddie, en gros. Et donc ça veut dire que vous avez soit un véhicule qui fonctionne avec ses 4 roues, etc. Et sinon, quand il y a besoin de déplacer plusieurs véhicules, vous pouvez faire des chaînes de véhicules comme ça. Et donc, à la fois, vous pouvez les recharger en série,
tout collés, mais vous pouvez aussi les déplacer. Si par exemple il faut les déplacer par train pour aller quelque part, vous avez votre serpent de petite kiwi que vous pouvez amener quelque part, quoi. Donc pareil, toujours dans une approche quand même assez collective des choses. Donc voilà, ça c'est des acteurs qui essayent de faire l'entre-deux en fait, dans se dire comment cette low-tech peut s'inscrire dans une industrie actuelle. Alors en conclusion, si on veut pour nous les quelques éléments vraiment importants à garder en tête autour de cette question de la low-tech, ce qu'il faut se dire c'est que c'est une démarche qui se complète à d'autres. Et je trouve que ça, il y a une étude du Shift Project de Jean Covici qui l'explique assez bien, c'est de dire, si on veut descendre en termes d'empreinte CO2, on se concentre là sur le CO2, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a un mélange de progrès continu, de rupture technologique et de sobriété. Donc, ce qu'on appelle rupture technologique, c'est voilà cette idée de se dire, on va faire de la R&D, ça va permettre de trouver des très bonnes solutions. Et bien sûr qu'il y a une partie de ça qui va être nécessaire. Donc, eux, ils estiment à 38% qui sont des innovations de rupture qui vont nous aider à réduire notre empreinte. Progrès continu, c'est comment on améliore le fait que les moteurs de voiture soient plus efficaces, comment on améliore l'isolation, des choses comme ça. Et il y a une partie qui vient de la sobriété. C'est 17% qui viendront aussi de la sobriété. Et finalement, la low-tech, alors ça va se retrouver un petit peu dans les trois, beaucoup dans la sobriété, mais c'est une contribution à cette empreinte. C'est une branche. Mais il y aura toujours des choses qui vont demander beaucoup d'énergie. Typiquement, le médical reste un milieu dont l'utilité est tellement importante que il y a un gros déploiement technologique. Donc le mot-clé autour de ça, c'est vraiment cette notion de techno-discernement. Par rapport à ce besoin, cette utilité, quel niveau de technicité on met en face. Ça concerne que l'industrie lourde, je pense. Ouais, on est que sur l'industrie lourde, on est d'accord, pas le moins. Parce que la rupture technologique, Alors, après, un autre point, alors je pense qu'on a essayé de vous le faire comprendre au maximum, c'est vraiment cette notion de dire c'est une démarche par et pour les populations. Ça veut dire, cette approche de convivialité, comment est-ce qu'on change de positionnement, qu'on n'est pas que consommateur passif, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour être plus acteur dans cette démarche. Et c'est aussi, quand je dis pour les populations, ça dépend de chaque territoire. Il y a des solutions qui vont être pertinentes quelque part, qui vont être pas très pertinentes dans un autre espace. Donc voilà, à chaque fois, voir comment collectivement on se dit, là, c'est intéressant de développer ou pas. Et ce qui va un petit peu avec le dernier point, c'est de dire que ça dépend de l'espace où on va, et le but, c'est de s'inscrire dans le temps. C'est pas de faire une low-tech qui va être gadget pendant un temps, mais comment est-ce que ça change profondément les cultures, comment est-ce que ça change profondément les relations, les usages. Donc c'est vraiment ça qui est visé par les low-tech, par cette démarche, ce courant de pensée en tout cas, et qui prend de plus en plus d'ampleur. On en parlait avec Agnès, il y a l'ADEME par exemple, qui est quand même énorme institution française. L'ADEME a travaillé sur les low-tech, a sorti un guide il n'y a pas très longtemps, qui est très bien écrit, si vous voulez. Il y a plusieurs organisations comme ça de l'industrie classique qui avant se disaient non mais ça c'est pas très intéressant, qui vraiment maintenant s'intéressent aux low-tech en se disant oui on va être obligé de développer aussi ça si on veut être en cohérence par rapport aux enjeux de notre temps. Voilà, donc merci à vous, on espère qu'on a été clair, on vous a donné pas mal d'éléments, mais on est là pour répondre aussi si vous avez des questions. 10 minutes pour Agnès. Ouais, dans 10 minutes je vais partir. Sur ma montre transparente. Ouais. Je voudrais revenir au tiroir des merveilles avec tous les téléphones. Vous avez dit que c'était bien du coup de les mettre dans les chefferies municipales, c'est ça? Est-ce que la solution de Back Market, c'est une bonne solution également? Moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est pas mes ennemis. Je pense que vraiment, ils essayent de frayer un chemin il faut faire de la seconde main, il faut essayer de faire en sorte que les téléphones soient réutilisés. Potentiellement, il y a une valeur marchande sur ce téléphone. Bon, ok, là-dessus, on est pour ou contre, mais en tout cas, ça peut marcher. Moi, j'aime bien cet aspect-là, donc c'est pas du tout mes ennemis. Après, la problématique avec le reconditionné en général, c'est que, et c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de Back Market, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce fameux truc logiciel dont je parlais là, c'est problématique parce qu'en fait, tu peux acheter un téléphone Android qui matériellement marche, mais potentiellement 8 mois, 9 mois, 12 mois après l'achat, le logiciel n'est plus maintenu, pas à cause de Back Market, mais à cause du fabricant de téléphone, à cause de ce que j'ai expliqué, l'obsolescence logicielle et tout ça. Et du coup, tu penses faire un truc cool d'acheter un téléphone de seconde main et tout,
Et du coup, au final, 12 mois après, ton téléphone n'est plus opérationnel. Alors, en off, je dis souvent, si tu achètes ce back market, à la rigueur, achète un Apple, quoi. Parce que Apple, attention, je ne fais pas la pub d'Apple, mais on le sait, Apple, ils font des téléphones qui sont robustes et qui ont un support logiciel long. Apple, ils font des téléphones qui sont maintenus 6 ans, 7 ans en termes de logiciel. C'est top. Enfin, on ne peut pas leur reprocher ça. On peut leur reprocher plein de choses. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'Apple. Mais concrètement, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui c'est compliqué, tu vois, c'est des questions il faut comprendre justement ce que c'est que le logiciel qui tourne sur le téléphone. C'est pas forcément un truc, qui est forcément simple à comprendre. Et Back Market, ils sont avec moi là dans le groupe de travail sur l'indice de durabilité avec le gouvernement. Et on est très alignés, ils sont très en phase, ils poussent les fabricants à justement arriver à ouvrir un peu leur schéma. Voilà, tous ne sont pas forcément OK, mais en tout cas, ils font vraiment partie de ceux qui essaient de défendre le truc. Ils ont cette posture de poil à gratter aussi. Voilà, c'est ça. Après, ils font partie des licornes, machin. Bon, ils sont dans un modèle de rentabilité. Tu vois, c'est l'anti-Fairphone dans le sens où nous, on est dans la croissance lente, on veut pas trop d'investisseurs. Voilà. Mais je respecte ce qu'ils font parce que tu as quand même ce truc-là de dire il faut quand même aussi un truc qui clash un peu, quoi. Et au moins, ils font partie, ils le font aussi pour de reste, ils font partie des groupes de lobbying où ils fight les fabricants de téléphones en disant faites un support long, nous on vend le téléphone, il faut. Donc en ce sens-là, je respecte ce qu'ils font. Est-ce que vous avez une autre question, un autre point que vous voulez qu'on... Oui. Sur Fairphone, j'ai entendu dire que la spécificité de Fairphone était surtout d'employer les gens en ligne, là où vous êtes comme c'est des esclaves. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, c'est un peu là où parfois les gros médias disent oh là là, au secours, Fairphone, faut bosser les gamins. Nous, en fait, vu qu'on a beaucoup de projets où on bosse avec les gens sur place pour faire en sorte que ça change, pour arriver à faire du fair trade, il faut 3-4 ans. Donc ça veut dire que si tu bosses avec les familles, tu acceptes qu'il y ait des enfants. On a lancé un programme pilote de Unconditional Cash Transfer. Donc pendant 2 ans, on va payer des familles, enfants inclus. Donc on considère le nombre de personnes dans la famille, donc, dont les enfants. Et on s'engage tous les mois à faire des envois de cash sur leur téléphone. En fait, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont des téléphones et c'est le moyen pour tout faire. Le cash, l'achat et tout ça. Il n'y a pas de compte en banque, tout ça, tout passe par le mobile, quoi. Et on leur transfère tous les mois, ce qui va faire en sorte qu'ils auront un salaire décent. Sur leur téléphone, on s'engage à faire ça pendant 2 ans. Et pour ce faire, on considère le nombre de personnes qui bossent. Et dans le nombre de personnes qui bossent, il y a les enfants. Et nous, on pense que pour arriver justement à faire en sorte que les personnes sur place vivent mieux, etc., ça passe par l'argent et qu'il faut transférer du cash. Enfin, je serais caricature, mais voilà, ça passe par là. Et il y a des gens qui peuvent le voir sur d'un point de vue très occidental, genre oh là là, mon Dieu, mais vous acceptez que les enfants bossent? Oui, mais pas sur place. Enfin, je parle pas de toi, mais vous voyez ce qui se passe. Et le truc du fair trade, c'est bien et tout, mais je vais leur faire trade. Combien d'années avant que ça se passe sur place? Combien d'années avant qu'il y ait une ligne qui soit ouverte avec le label fair trade? Alors, il faut des gens qui se battent sur le terrain. Et le problème, c'est que les mineurs sur place, évidemment qu'il y a, et ça je le dis tout le temps, évidemment qu'il y a une grosse volonté, beaucoup plus de détermination par rapport à des gens comme moi d'ailleurs, parce que c'est vraiment leur vie et tout ça, donc ils veulent vraiment que ça change, mais s'ils ne sont pas soutenus par concrètement des gens qui leur balancent du cash sur leur téléphone, qui leur permettent d'avoir un revenu décent, c'est mieux. Et j'espère bien que ce ne soit pas des exemples comme ça de quelques boîtes qui font ça, que ce soit un truc plus global. On a lancé la Fair Cobalt Alliance en 2021, où là il y a des fabricants de voitures, Volvo qui nous ont rejoints et tout ça, Pixel aussi, Pixel c'est le téléphone de Google. Bon. Peut-être que ces boîtes-là font un peu leur truc de greenwashing sur la Fair Cobalt Alliance, mais au moins ils achètent du volume. Parce que Volvo, quand ils arrivent et qu'ils achètent du cobalt au Congo, c'est pas les quelques kilos que Fairphone va acheter, quoi, qui va faire la différence. C'est plutôt tous les acteurs qui vont acheter du cobalt équitable qui va faire que ça change. Et heureusement qu'il y a les fabricants de voitures. Parce que concrètement, ça veut dire que les gens vont pouvoir être vraiment mieux payés. Mais ça passe par les étapes-là. Avant qu'il y ait la Fair Cobalt Alliance, ça passe par tous ces programmes qui ne sont pas labellisables, pas bankable, voilà, où il faut un quart d'heure dans une conf pour expliquer ce qu'on fait. Et ça, c'est compliqué. Alors, en même temps, je pense pour une dernière question avant que tu... Ouais, avant que je file. Ouais, si c'est pour faire fun, ouais. Bonjour. J'avais juste une question concernant les problématiques de production que vous avez indiquées en Chine.
Ouais. Et je me posais la question, est-ce que vous partagez des ressources pour pouvoir voir quel était l'état des lieux auxquels vous vous êtes confrontés initialement en fait. Tu veux dire des docs, des choses, des ressources une sorte de partage d'expérience. Mais pardon, Une sorte de partage d'expérience, des documents. Ouais, bah alors après on a bossé avec des ONG par exemple, Human Rights Watch. Donc ouais, on sait quand même avant d'arriver sur place, t'as plein déjà de gens qui sont organisés. Hein. Il n'y a pas d'union officielle, mais il y a quand même des... tu vois, le bouquin que je cite là, de Agone, ça a été écrit. Donc il y a des gens qui ont quand même cette liberté non officielle de parole, des équivalents syndicats. Donc oui, il y a ce rapport-là. Mais après, la problématique, c'est d'accepter, qu'on a eu nous en tout cas, c'est les premières fois, maintenant ça va un peu mieux, parce qu'on est un peu plus gros, entre guillemets, hein, mais ça a été que les usines ouvrent leurs portes. Parce qu'y arriver, bosser avec les gens, trouver des gens qui se mobilisent, ça va. Mais après, arriver à ce que l'usine dise « pas de souci, vous rentrez dans l'usine comme vous voulez, et puis on va payer mieux les salariés ». Ça, c'était super dur. Et au début, on a eu des usines petites, c'était un peu en gros, ils acceptaient un peu tout, quoi, tu vois. Puis après, ça a changé, tout ça, et voilà. Bah, on l'a fait à partir du Fairphone 3, ce que je décris là, 2018-2019. La boîte, elle est née en 2013. L'affaire Cobalt Alliance, 3 ans aussi. Voilà. Enfin, pour un truc pour mettre en place ce genre de truc, parfois c'est très long. Ouais. On n'a pas pu le faire, ce que je décris là, sur le Fairphone 2. Donc ça, parce que ça nous a pris du temps. Ouais. Oui, sur ça, il y a aussi travaillé d'Amnesty International sur le Cobalt particulièrement, où ils sont allés suivre des mines, des fabrications, etc. Et ce que je trouvais marrant, c'est qu'il y avait pas mal d'entreprises qui étaient en mode « Ah, bah, c'est compliqué d'avoir la traçabilité, etc. » Et finalement, malgré tout, Amnesty International, avec une petite équipe, ils ont réussi à avoir des infos, etc. Donc il y avait vraiment ce côté, si on veut vraiment chercher l'info, on arrive à la trouver même si on n'est pas acteur. Mais je trouve un des retours de Fairphone, c'est de dire en fait quand on est acteur, c'est plus facile. C'est plus facile d'avoir les infos, c'est plus facile de faire bouger les choses. Parce que juste être avec ses pancartes, poings liés devant la mine, ils n'arrivaient pas. Et c'est un peu le fondateur de Fairphone, quoi, le point où il disait juste être devant à contester et à critiquer, on n'arrivait pas à faire, quoi. Donc dans cette étape de transition, on va faire nous aussi, et on va le faire de façon plus responsable. Je voulais savoir en fait, à travers cette question, pour savoir si c'est accessible, s'il y a des informations qui sont accessibles à ce niveau-là, c'était de savoir justement qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a pu avoir une compréhension, une sensibilisation par rapport à ces problématiques-là, et qu'ils ont accepté, en fait, que les usines de production ont accepté d'avoir une opinion. Pour démystifier un peu la part, je casse pas le truc, hein, mais à un moment donné, l'usine a accepté quand on leur a dit on fait aussi. Il y avait à la base, surtout sur le Fairphone 3, l'intérêt c'était aussi pour reconnaître ça. Genre, au cœur du départ, je sais pas ce que vous allez faire là, vous avez besoin de Fairphone qui vont venir, soit, mais bon, vous la chaîne. Genre, tu vois, au bout d'un moment, parfois ça passe par un pur deal commercial. Et après, le travail qui se passe, pas en sous-marin, parce que du coup, ils savent qu'on est là, hein, mais je veux dire, on n'aurait pas payé, on ne serait jamais allé. Hein. C'est une transparence unilatérale des locaux. Le truc dont j'ai pas beaucoup parlé, là, qu'on a fait quand même, et qui vient vraiment des travailleurs sur place, à la base, on travaille qu'avec notre groupe. Sur notre ligne de production dans l'usine, c'est séparé, tu as des lignes de production pour différentes boîtes, il y a Sony à côté, LG, machin. Et bien, ça, c'est des travailleuses, des travailleuses, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Elles ont dit non, mais là, ce qu'on fait, donc on fait ça pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est qu'à 1085 $, par an. On aurait été un peu plus si ça avait été que pour les travailleuses. C'est elles qui ont voulu que ce partager avec l'intégralité des travailleurs aussi. Ça, c'est pas Fairphone, c'est elles. Vous imaginez, enfin, je dis ça, je veux dire, on donne un bonus à quelqu'un, puis les travailleurs ont décidé de non, on va partager avec tout le monde. Et du coup, vous pouvez vous présenter comme un laboratoire d'expérimentation entre deux, en fait. Voilà, des trucs comme ça, c'est complètement expérimental. Les unconditional cash transfer qu'on fait sur les mobiles en ce moment sur le sud de la RDC, c'est expérimental, c'est un pilote. On voit si ça marche, on voit comment ça se passe, on voit s'il y a des mafias armées qui patoient, si ça se passe, si ça peut se passer. Là, sur la Chine, ça se passe bien, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions.
Oui, ça se passe bien parce qu'il y a le gage qui arrive aussi. Hein, mais voilà. Et puis les autres boîtes, comment j'ai quand même de l'espoir sur le Fairphone 5, s'il y en a un. C'est quand même pas que nous qui le fassions en usine. Mais au niveau de la santé et de la sécurité, là actuellement, comment est-ce que vous le considérez? Est-ce que vous êtes sur une passe qui est plutôt en bonne voie? Est-ce que vous avez une écoute qui est active un peu? Sur la Chine, tu veux dire? Oui. Sur la Chine, ça se passe bien. Parce que sur la Chine, quand même, c'est pas du tout les mêmes conditions sur la partie. Mais oui, ça se passe bien parce que c'est ce qui coûte encore moins cher que les autres montants. On a travaillé longtemps sur les cuisines, par exemple, sur les cuisines, les conditions de travail, de préparation des repas et de repas. Ça coûte vraiment, c'est pas compliqué à mettre en place. Ça a été, c'est ce qu'on a fait avant l'augmentation. Tous ces programmes-là dont on parle peu d'ailleurs, c'est des choses qu'on a mis en place bien avant l'augmentation des salaires. Donc ça, c'est compliqué. Ça marche. Je suis désolée. Bah, parfait, de toute façon, il faut qu'on laisse pour préparer la suite. Merci à vous en tout cas. On espère que ça vous a éclairé. Et à une prochaine fois. Bon festival. Merci.